Merci beaucoup à Sabrina et à Armel pour l'invitation de venir parler. C'est un grand honneur d'avoir une séance plénière avec tant d'historiens éminents dans la salle. Je ne suis pas un vrai historien. Je travaille un peu sur la littérature, la culture, le cinéma, et j'espère que ça va être intéressant pour différents groupes ici aujourd'hui. Comme c'est la fin du colloque aussi, j'ai prévu plein d'images. Parce qu'on a du mal, au bout de 3 jours de Cosette, oui, on a du mal après à se concentrer. Donc il y a beaucoup d'images. Des images en français, oui, oui. Je vais parler en français. Oui, oui. Euh, je vais parler de la Première Guerre mondiale comme massacre colonial, polémiques anticolonialistes dans les années 1920. Donc je vais commenter cette première image tout à l'heure. Qui vient du Paria, un journal anticolonialiste des années 20. Les événements autour du centenaire du début de la Première Guerre mondiale marquent enfin une reconnaissance officielle, mais aussi populaire, de la contribution des troupes coloniales à ce conflit résolument global que les grands pays européens persistaient à voir à travers un prisme résolument national. Pour ne citer que deux exemples. La semaine dernière, une exposition dont on a déjà parlé sur les TRR sénégalais et la Grande Guerre a été inaugurée à l'Institut français de Dakar. Puis en 2013, une bande dessinée dans la série populaire L'homme de l'année, sur l'année 1917, place un tirailleur au cœur de son intrigue qui tourne autour du choix du soldat inconnu pour la cérémonie officielle sous l'Arc de Triomphe en novembre 1920. Donc, je crois que je vous ai donné la fin. Si vous voulez lire le livre, je suis désolé. Donc c'est le soldat inconnu, mais il y a aussi une histoire qui tourne autour de l'affiche pour Banania. Donc je ne vais pas vous dire ce qui se passe dans la BD sur ce plan-là. Or, si l'on ne peut que célébrer cette reconnaissance du sacrifice des colonisés qui ont servi la France de force ou de gré pendant 2 guerres mondiales, qu'en est-il de ceux qui ont répondu à l'appel de la patrie en danger, mais qui, par la suite, sont devenus des militants du mouvement anticolonialiste qui est né dans l'entre-deux-guerres? Pour le moment, leur histoire reste beaucoup moins connue et beaucoup plus difficile à intégrer dans une histoire nationale ici en France. La différence très marquée dans la réception des films d'Arachid Bouchareb, Indigène, et sa séquelle Hors la loi, sur la Deuxième Guerre mondiale et la guerre d'Algérie, respectivement, et la participation de soldats nord-africains, nous montre les difficultés rencontrées par les tentatives de créer un récit partagé du passé colonial. Entre 1924 et sa mort prématurée en 1927, à l'âge de 38 ans, le Sénégalais Lamine Senghor fut le plus important des militants anticolonialistes africains. Et j'arrête là pour dire oui, il s'agit de Lamine et non pas de Léopold. J'ai fait une communication au rendez-vous de l'histoire de Blois en octobre et je parlais de Lamine Senghor et il y a un monsieur dans la salle, il est venu me dire à la fin, c'était très bien votre communication, mais vous avez dit Lamine, mais moi j'entendais Léopold. Pendant toute la communication, il dit, je ne savais pas que Léopold était communiste acharné dans les années 20. Mais non, donc il s'agit bien de Lamine. Donc je crois que le nom Senghor c'est tellement rattaché à Léopold qu'on a du mal à assimiler l'histoire de Lamine Senghor. Donc Lamine Senghor sert la France loyalement pendant la guerre de 1914-18 et il reçoit la Croix de guerre pour son courage dans les combats féroces dans la Somme en 1916. Après un bref retour au Sénégal entre 1919 et 1921, il revient en France, se marie avec une Française, Eugénie Comont, et travaille au PTT, qui offre des postes réservés aux anciens combattants. Or, pourquoi est-il devenu militant de la cause anticolonialiste? La réponse se trouverait, paraît-il, dans une prise de conscience politique au milieu des années 1920. La France n'avait pas tenu ses promesses envers lui et les autres soldats africains. Mais le militant qui inquiétait tant le ministère et le ministre des colonies était aussi un homme tuberculeux, de santé très fragile depuis que son bataillon a été gazé à Verdun en 1917. Gravement atteint au poumon, Senghor survit, mais sa santé est affaiblie. Et c'est cette expérience personnelle qui inspire son combat contre l'injustice des autorités françaises qui, pense-t-il, utilise 2 poids et 2 mesures quand il s'agit de peser les pensions à attribuer aux anciens combattants.
Notre communication vise donc à examiner le discours autour de la fameuse dette du sang de la France envers ses troupes coloniales qui ont répondu à l'appel de la patrie en danger entre 1914 et 1918 et son rôle dans le développement d'un discours anticolonialiste dans les années 20. Les écrits de la période après la Deuxième Guerre mondiale d'un Aimé Césaire ou d'un Frantz Fanon sur la nature sanguinaire du colonialisme sont bien connus, mais nous espérons démontrer que Lamine Senghor et d'autres militants avaient déjà jeté les bases d'un discours anticolonialiste dans l'entre-deux-guerres. Donc tout commence en 1924 avec le procès entre Blaise Diagne et les continents. Le 24 novembre 1924, Lamine Senghor fait une entrée remarquée sur la scène politique française. Simple facteur, jusqu'alors inconnu en dehors du milieu des militants anticolonialistes, il paraît comme témoin pour la défense au tribunal de Paris lors d'un procès pour diffamation intenté au journal noir Les Continents, organe de la Ligue universelle de défense de la race nègre, par Blaise Diagne, député du Sénégal à l'Assemblée nationale. Et à partir de ce moment, Lamine Senghor et Blaise Diagne sont des ennemis politiques. Et si on fait des recherches sur Lamine Senghor au Sénégal, on le fait aux Archives nationales à Dakar, et dans la salle, il trône une statue de Blaise Diagne, donc qui est très très connu au Sénégal, on le garde en mémoire, mais si on parle de Lamine Senghor, il est pratiquement inconnu en dehors des milieux des gens qui étaient communistes, maoïstes dans les années 60 et 70, et il y en a certains dans la salle qui le connaissent bien, mais c'est pas partout. Oui. Oui, il ne se révèle pas en public. Le procès constitue un moment clé dans l'évolution du débat noir en France dans l'entre-deux-guerres, avec au centre la fameuse dette du sang contractée par la France à l'égard de ses troupes coloniales. Plus de 130 000 soldats de l'Afrique noire ont participé à la guerre, avec plus de 30 000 morts. Dans l'absence de chiffres précis sur ces questions dans les années 20, les voix critiques surestiment le nombre de morts. Lamine Senghor et d'autres critiques du colonialisme parlent souvent de 500 000 soldats coloniaux et de tirailleurs sénégalais et de 100 000 morts. De nos jours, les historiens s'accordent sur le nombre de décès, mais un débat rage toujours pour ou contre l'affirmation que les tirailleurs sénégalais ont servi de troupes de choc. Je ne peux pas rentrer dans ce débat ici, mais je dirais seulement que je trouve convaincante l'interprétation des chiffres proposés par Pape Ndiaye. Les pertes françaises furent les plus terribles lors des 22 premiers mois de la guerre, puis elles déclinèrent globalement, tandis que celles des tirailleurs suivirent une trajectoire inverse pour atteindre leur maximum en 1918. À ce moment, l'utilisation des tirailleurs avait clairement pour objectif de sauver les vies françaises. Le procès Diagne et les continents oppose les deux hommes noirs les plus connus en France. D'un côté, on retrouve Blaise Diagne, sans doute le personnage noir français le plus éminent et le plus puissant de l'époque. Premier député noir du Sénégal, il est chargé, fin 1917, par le gouvernement français de recruter des tirailleurs en Afrique occidentale française. Mission qui lui gagne une grande réputation et en France et en Afrique, où pour la première fois un homme noir occupe une position égale et parfois supérieure aux blancs. En face de lui se retrouve le romancier guyanais René Maran, lauréat du prix Goncourt en 1921 pour son roman Batouala, qui a fait scandale avec sa préface dénonçant les injustices du colonialisme français en Afrique centrale. En réalité, peu séparent Diagne et Maran en termes de leur foi en la mission civilisatrice de la France et la nécessité de l'assimilation des peuples noirs à la culture française. Mais le rôle de l'homme politique dans le recrutement de soldats africains pour servir dans les tranchées de la Première Guerre mondiale lui crée des ennemis intarissables parmi une frange de la communauté noire en France. Les promesses non tenues par rapport à l'élargissement des droits et l'accès à la citoyenneté pour les sujets africains, ainsi que le rapprochement en 1923 de Diagne avec le parti colonial pour des raisons électorales, sont autant de signes pour ses ennemis de la mauvaise foi de sa campagne de recrutement au début 1918. Or, c'est dans ce contexte que Diagne est accusé dans un article non signé des Continents, mais revendiqué plus tard par René Maran, du 15 octobre 1924, d'avoir reçu une certaine commission par soldat recruté. Cette accusation que Diagne avait vendu ses frères africains comme chair à canon était d'une grande ironie puisque Diagne lui-même avait dénoncé le général Mongin en 1917
pour son manque de souci pour la vie de ses tirailleurs. De telles accusations envers Diagne avaient déjà paru dans divers journaux français, mais Diagne, indigné, semble voir dans les déclarations d'un journal noir un danger pour sa réputation de défenseur des peuples noirs, ce qui l'incite à traîner les continents devant les tribunaux. Les continents représentent la tendance assimilationniste au sein des mouvements noirs de l'époque. Le journal dénonce les méfaits du colonialisme et incite les autorités françaises à tenir les promesses de la mission civilisatrice. En cette fin 1924, Lamine Senghor, quant à lui, est militant depuis à peine 2 mois au sein de l'Union intercoloniale, l'UIC, organisme créé en 1921 par le Parti communiste français. L'Union intercoloniale dénonce le colonialisme avec une violence peu commune pour l'époque dans les colonnes du Paria, son journal sur lequel je reviendrai tout à l'heure. Ce qui prête une dimension encore plus menaçante aux actions de l'Union intercoloniale, c'est la position résolument anti-impérialiste de l'international communiste, le Comintern, de 1920, et notamment après son 5e congrès en 1924, qui déclare le communisme ami des mouvements indépendantistes. L'Union décolonisée sous la bannière du Comintern ne plaît pas du tout aux autorités coloniales qui ont déjà tendance à voir la menace rouge derrière tout appel à la réforme du colonialisme. Même si l'on a de bonnes raisons de douter de la bonne foi des communistes en ce qui concerne le monde colonial, le communisme du milieu des années 1920 est le seul mouvement politique qui soutient des appels pour l'indépendance immédiate de toutes les colonies. Aux yeux des autorités, l'Union intercoloniale représente donc la faction révolutionnaire de l'anticolonialisme en France. Et je vais vous donner l'image ici dans un livre de François Coty. Il est d'une violence anticommuniste viscérale. Et il y a une première édition du livre qui est publiée en 1927. Et en 1930, il sort une nouvelle édition où c'est le danger de la menace rouge aux colonies qui fait vraiment peur et que la France va perdre son empire avec le militantisme communisme dans les colonies. Et donc, Lamine Senghor, il a une place de choix dans ce discours sur la menace rouge. Maran et les continents perdent le procès, mais l'incident marque un profond changement dans la perception de Blaise Diagne. Perçu auparavant comme un héros par beaucoup de Noirs qui ont vu en lui leur défenseur et le modèle même des promesses de l'assimilation, il devient pour certains un traître à la cause noire. Le Parti communiste et les mouvements noirs se font un malin plaisir de se moquer du député du Sénégal qui se voit systématiquement traité de nègre blanc ou même de négrier. Et l'Humanité publie à la fin du procès ce petit dessin où on dit que c'est Diagne qui parle avec les morts de la Première Guerre mondiale derrière. Je ne fus pas un négrier, mais un recruteur. Et ce langage continue tout au long des années 20 dans les publications de la gauche anticolonialiste, enfin l'extrême gauche anticolonialiste. Lamine Senghor écrit un compte-rendu du procès dans son premier article pour le Paria, dans lequel il traite Diagne de commis recruteur, l'agent de liaison entre le vendeur d'esclaves, les chefs indigènes de l'AOF, et l'acheteur, la France impérialiste. Marché de chair à canon pour la guerre de civilisation. Donc encore cette idée de chair à canon. À cette analyse d'inspiration communiste, il faut ajouter un humanisme antimilitariste. En effet, pendant sa courte carrière de militant, Lamine Senghor soulignera à tous les pas son expérience traumatisante pendant la guerre. Et le fait d'avoir combattu pour la France rend plus difficile des tentatives officielles de faire de lui un subversif. En effet, il est fort probable que le Parti communiste a choisi de promouvoir Senghor au sein de l'Union intercoloniale, justement grâce à son parcours militaire. Ici, le militant sénégalais rejoint des figures de proue du communisme français, telles que Paul Vaillant-Couturier, rédacteur en chef de l'Humanité, qui écrira plus tard la préface à La violation d'un pays de Lamine Senghor, et le romancier Henri Barbus, qui tous les deux militaient d'abord au sein de l'Association républicaine des anciens combattants, l'ARAC, organisme férocement antimilitariste et étroitement lié au Parti communiste, avant d'exprimer ces mêmes sentiments à travers le communisme. Dans son article, Senghor critique vivement Diagne en évoquant la souffrance physique des tirailleurs pendant la guerre et après. Au lieu de s'attarder à combien de centimes près le grand négrier touche par tête de Sénégalais qu'il recruta, il aurait fallu faire passer devant lui toute une procession d'aveugles, de mutilés.
Toutes ces victimes lui auraient craché à la face toute l'infamie de la mission qu'il avait accomplie. L'historien sénégalais Olivier Sagna prétend que dans le témoignage de Senghor, lors du procès, plus que le militant de l'Union intercoloniale, c'est le grand blessé de guerre dont on a réveillé les blessures qui parlent. Dans une inversion des rôles, c'est Diagne qui est présenté comme l'accusé qui échappe à la justice. Le complice des assassins capitalistes fut absous, mais il n'est que le représentant d'un vaste système. À travers l'immonde marchand de chair noire, c'est l'impérialisme français qu'il aurait fallu traîner aux assises. La victoire du député sénégalais au procès serait donc emblématique de la domination impérialiste. La vision de l'Africain s'était transformée pendant la guerre. Le bon tirailleur, ce grand enfant, a remplacé le sauvage dans l'imaginaire français. Mais Lamine Senghor révèle un nouveau visage au public français, celui du tirailleur radicalisé par ses expériences qui se lance dans un combat contre les injustices du système colonial. Et je mets ensemble les deux images. Donc l'image dominante dans les années 20 du tirailleur, c'est le Rio Banania. L'image à droite, c'est une photo de Lamine Senghor qui fait le tour du monde en 1927. Je parlais tout à l'heure du congrès inaugural de la Ligue contre l'impérialisme à Bruxelles. Et c'est une image très, très célèbre de l'époque. Et un peu comme Léopold Senghor, pour reparler de lui, en quelque sorte, cette image déchire les Rio Banania sur les murs de France pendant un certain temps. Pendant les années qui ont suivi, Senghor et d'autres militants ont écrit maints articles pour la presse anticolonialiste et surtout pour le Paria, dans lesquels l'image des tirailleurs comme chair à canon serait systématiquement évoquée à côté de massacres coloniaux et d'autres exemples de la barbarie de l'Empire français. Or, dans la deuxième partie de ma communication, je vais examiner quelques exemples de ces écrits, surtout ceux de Lamine Senghor, pour les journaux Le Paria et aussi La Voix des Nègres. Je vais examiner également son discours au congrès inaugural de la Ligue contre l'impérialisme, puis enfin dans son pamphlet La violation d'un pays, qui a été publié en 1927. Lamine Senghor intègre l'Union intercoloniale en 1924, à un moment où l'orientation de l'organisme est en train d'évoluer. Dominé dès le début par des Indo-Chinois, dont Nguyen Quoc, dont on a parlé tout à l'heure, mieux connu plus tard sous son nom de guerre Ho Chi Minh, et ensuite par des Nord-Africains, l'organisme peine à intégrer des militants noirs. L'ascension rapide de Lamine Senghor, intégré dans l'exécutif de l'Union intercoloniale dès la fin 1924, est donc sans doute lié au besoin ressenti par le Parti communiste de mieux représenter la diversité du monde colonial français. Tandis que d'autres critiques de la violence coloniale mobilisent les bavures et les massacres dans les colonies comme illustration de la nécessité de la réforme du système colonial, l'Union intercoloniale y voit la preuve que la violence est au cœur de tout système colonial et que la réforme est impossible. On voit clairement à travers le discours de l'UIC une stratégie qui tente à la fois d'attirer l'attention du public français aux injustices dans les colonies et de faire un lien entre la violence de la guerre de 14-18 et la violence et l'exploitation dans les colonies. Donc, on a un document ici de l'Union intercoloniale. Donc, la première partie, c'est un appel au peuple de Paris où on parle des crimes sans nombre qui sont perpétrés dans les possessions lointaines de la France. Ils salissent celle-ci, discréditent la République et vous déshonorerez si vous n'aidiez pas à y mettre un terme. Donc il y a le lien entre ce qui se passe ici et ce qui se passe là-bas. Donc ça revient systématiquement dans le discours communiste, anticolonialiste de l'époque. Et pour les coloniaux, on appelle aux Sénégalais, les Dahoméens, donc c'est en 1925 ce document. Donc 7 ans après la fin de la guerre, on évoque encore la Première Guerre mondiale. Pendant la guerre, on a broyé du noir, tant et plus. Aujourd'hui, on continue à exploiter vos frères au profit des cotonniers du Niger. Ce sont les travaux forcés. Donc la guerre, les travaux forcés, les massacres dans les colonies, tout relève d'un système impérialiste qui n'a rien à faire des droits des colonisés. Il y a aussi beaucoup de petits dessins dans le Paria qui parle de la violence dans les colonies. Et on évoque une situation, l'Indochine, pour parler aussi des autres contextes
en Afrique noire et en Afrique du Nord. Et l'image avec laquelle j'ai commencé, où on fait le lien direct entre les coups de trique sur le champ de misère, donc les colonies c'est un champ de misère, et les balles sur le champ de bataille, donc le champ de misère de la Première Guerre mondiale. Donc tout revient à la violence coloniale qui impose un système aux colonisés qui les oblige à servir l'Empire. Et s'ils ne font pas ce qu'on leur demande, c'est la mort ou la souffrance physique qui les attend. Dans ses articles pour le Paria au cours de l'année 1925, Lamine Senghor soutient un front transcolonial pour combattre l'impérialisme européen et surtout la résistance des soldats d'Abdelkrim au Maroc face aux armées espagnoles et françaises. Dans d'autres écrits, Senghor traite d'une grève qui avait réuni Européens et Africains dans un front commun contre les employeurs. Il dénonce les travaux forcés comme forme moderne de l'esclavagisme et, bien sûr, il évoque la dette du sang envers les tirailleurs sénégalais de la Grande Guerre. Dans un article sur le travail forcé, Senghor dénonce les tentatives de réformer ce qui était au fond pour lui un système esclavagiste. En dehors des 4 communes du Sénégal, le régime de l'indigénat gère les relations entre colonisateurs et colonisés, et le travail forcé est une menace permanente pour tout sujet colonisé. En dénonçant cette injustice, l'ancien tirailleur ne manque pas de rappeler à son lectorat la dette du sang et les promesses non tenues au peuple colonisé, puisque le sacrifice des tirailleurs qui ont participé à la guerre devait mettre fin au travail forcé et d'autres injustices sociales. Donc c'est l'article de Senghor ici. C'est ça la reconnaissance de la mère patrie envers ses enfants, chers à canon de 14-18, ça sous le règne pain levé, en souvenir des 6000 nègres sacrifiés en 3 jours, les 16, 17 et 18 avril 1917 au chemin des Dames. C'est ça la réalisation des promesses prodiguées par les recruteurs Diagne et Engoulevent en 1917-18. De plus, au lieu de récompenser les soldats africains pour leurs sacrifices pendant la guerre de 14-18, on les envoie se battre dans les guerres coloniales au Maroc et en Syrie, où, je cite, l'armée française est composée de 75% de nègres. Et pour ceux qui échapperont à la mort, on ne prépare que cet esclavage qui est le travail forcé. L'année 1925 marque l'apogée du soutien du PCF à la cause anti-impérialiste. Le soutien au peuple rifin exprimé à l'Assemblée nationale par Jacques Doriot est un moment fort symbolique, mais le PCF se lasse vite d'une campagne qui plaît aux Comintern, mais qui est loin d'être au cœur des intérêts des ouvriers français. Lamine Senghor n'est pas dupe et commence à chercher d'autres moyens de soutenir la cause de son peuple. Il se rend compte également que le PCF se sert de lui comme faire-valoir et caution nègre. La goutte d'eau qui fait déborder le vase arrive quand le Parti communiste est invité à envoyer 2 représentants au Congrès des travailleurs nègres à Chicago en octobre 1925. Le PCF choisit Lamine Senghor et l'entier Max Blancourt, mais à la dernière minute, on leur demande de payer le voyage eux-mêmes. Donc Lamine Senghor, il est facteur. Donc il doit se payer le voyage pour aller aux États-Unis. Max Blancourt, qui est avocat, il peut se le permettre. Quand Senghor objecte, on lui conseille de se faire embaucher comme navigateur ou de s'embarquer clandestinement pour l'Amérique. Il refuse. Or, il décide que pour promouvoir les intérêts des peuples noirs, il faut créer des organisations noires. L'Union intercoloniale continue de vivoter pendant quelque temps, mais finira par éclater en différents mouvements nationalistes. Le rêve du front transcolonial s'éloigne. Donc la période où il crée je passe maintenant à la période où il crée des associations nègres, comme il dit. Le 26 mars 1926, Lamine Senghor lance le Comité de défense de la race nègre. Le CDRN se veut une organisation raisonnable, prête à travailler avec les autorités françaises pour améliorer le sort de la communauté noire. Si l'Union intercoloniale représentait les franges de l'extrême gauche, Lamine Senghor s'associe maintenant avec des piliers d'un républicanisme modéré. Les appels du comité utilisent un langage proche des critiques des méfaits de la colonisation qui émanent de la Ligue des droits de l'homme et d'une partie de la gauche socialiste. Senghor lui-même se présente comme mutilé de guerre
pour souligner le service rendu à la patrie. Et il y a ici, je ne sais pas si on voit bien sur la lettre, donc à gauche, oui, à gauche pour vous, il y a Lamine Senghor qui se présente comme mutilé de guerre, Massenjai est ancien combattant, donc on souligne ce service à la patrie. J'adore la lettre, ils écrivent au ministre des colonies pour lui demander les adresses de tous les Noirs en France. Et, surtout les tirailleurs à Fréjus, où il y en a beaucoup. Et on peut, dans les archives, on peut suivre la correspondance interne entre le CAI, la service secrète, la police secrète du ministère des colonies, et le bureau du président. Il dit, mais non, ce sont des communistes, il ne faut pas leur donner ces renseignements. Donc, c'est sans réponse, cette lettre. Mais ils sont persistants, les gens du CDRN. Donc, ils continuent. Le 4 octobre 1926, le secrétaire général, Joseph Coton-Lunion, écrit au président de la République pour lui demander de venir en aide aux Noirs qui ont tant aidé la France. Et il a écrit « Nous demandons d'une manière toute particulière des faveurs à la France, nous disons à chaque Français un appui même en reconnaissance du sang nègre versé sur les champs de bataille. Ce n'est pas faire de la politique que de parler des droits des nègres que la République française a réclamé la première et qu'elle doit s'efforcer de maintenir. » Et comme la lettre précédente, elle ne reçoit pas de réponse. Après la création du CDRN, Senghor se lance dans une tournée de propagande et de recrutement à travers les grandes villes portuaires de France, Toulon, Marseille, Bordeaux, Le Havre, ainsi que dans le grand camp des tirailleurs sénégalais à Fréjus. Et en effet, dans l'entre-deux-guerres, c'est à Fréjus que se trouve la plus grande concentration de Noirs en France. Dans les bars et les cafés des ports, il va à l'encontre des nègres, comme il dit. Sa passion et son ardeur sont convaincantes et beaucoup d'ouvriers noirs sont heureux de voir un des leurs défendre les intérêts de la race. Il connaît un franc succès, recrutant des centaines d'adhérents à une époque où la population noire de France se limite à peut-être 15 à 20 000 personnes. Dans le premier numéro du journal du CDRN, La Voix des Nègres, un article non signé revient sur une des questions les plus chères à Lamine Senghor, les pensions des anciens tirailleurs sénégalais. Dans une litanie de questions purement rhétoriques, commençons avec le titre « Pourquoi sommes-nous infériorisés ?» L'auteur, qui pourrait, je crois bien, être Lamine Senghor, expose l'hypocrisie de la France devant la dette du sang qu'elle doit aux tirailleurs. Pourquoi un tirailleur sénégalais, mutilé de la Grande Guerre, domicilié en France, reçoit-il une pension 6 à 8 fois moins forte que celle payée à un Français de la métropole de la même mutilation et du même pourcentage d'invalidité? Le sang d'un nègre ne vaut-il pas celui d'un blanc? Pourquoi y avait-il égalité devant le devoir, puis 2 poids et 2 mesures devant les droits? Je crois qu'on voit ici des réclamations qui sont faites à la fin de la Deuxième Guerre mondiale aussi, dont on a parlé hier et avant-hier. Si la création du CDRN semble annoncer un reniement du communisme, il ne faut pas oublier que l'annonce de sa création paraît dans le paria, organe indirectement lié au PCF. Et on peut difficilement parler d'une rupture totale entre Senghor et les communistes. Les rapports des agents du CAI, j'adore, c'est un peu comme le CIA. Le CAI, c'est le contrôle et assistance aux indigènes. Mais en fait, derrière tout ça, il y a une police secrète qui surveille étroitement tous les militants et même les associations fraternelles noires qui existent en France et coloniales partout en France. Donc les agents du CAI signalent sans cesse que le CDRN n'est qu'un front pour cacher les sympathies communistes de ses chefs, ce qui n'est pas loin de la vérité. Pendant un an, Lamine Senghor maintient un équilibre fragile entre les différents groupes au sein de son mouvement, mais en janvier 1927, il arrive un schisme irréparable entre réformateurs et communistes, ce qui mènera à l'éclatement du mouvement noir. Donc, au moment même, ils essaient de réunir l'argent nécessaire pour publier le journal, et ça dure 6 mois. Dans le premier numéro du journal, en janvier 1927, on annonce qu'il y a un schisme. Déjà, le mouvement est divisé en 2. Et pendant un certain temps, il y a 2 comités de défense de la race nègre, avec 2 secrétaires. C'est vraiment compliqué.
Mais en février 1927, au milieu du tumulte de la scission du CDRN, Lamine Senghor connaît le moment de gloire qui contribue à solder sa réputation à la tête du mouvement anticolonialiste quand il est invité à représenter le comité lors du congrès inaugural de la Ligue contre l'impérialisme et l'oppression coloniale à Bruxelles. Donc voici une image qu'on a prise lors du congrès. La Ligue est une initiative d'inspiration communiste qui cherche à réunir le front le plus large que possible contre les puissances impérialistes européennes. À Bruxelles, Senghor partage la scène politique avec les chefs des grands mouvements nationalistes tels que l'Indien Nehru, qu'on voit là, c'est le personnage à droite, Nehru, et l'Indonésien Mohamed Atta, des chefs de file du communisme européen. C'est Adolf van Fimmen qui est là, à côté. C'est un représentant du mouvement nationaliste chinois qui a le bras autour. On voit, Lamine Senghor, il avait fait le discours le plus remarqué lors du colloque, donc tout le monde va être son ami dans les photos. Donc toutes les photos qui sont prises et publiées après, on les voit avec le bras autour. Le discours de Senghor rencontre un énorme succès, non seulement dans la salle, mais aussi à travers le monde. On le fait tout de suite traduire en anglais et il est publié dans plusieurs revues aux États-Unis. À la tribune, Senghor, libéré des contraintes de l'apaisement des modérés du CDRN, pousse encore plus loin ses critiques de l'impérialisme. La défense de la race nègre passe obligatoirement par la défaite des impérialistes. L'impérialisme ne saurait apporter la civilisation aux colonies puisqu'il s'agit d'un système de domination. Il dénonce les sévices infligés aux colonisés, les travaux forcés et bien sûr le massacre des soldats africains pendant la guerre et l'iniquité des pensions attribuées aux anciens tirailleurs. Vous avez vu que pendant la guerre, on a recruté autant que possible des nègres pour les emmener se faire tuer. La jeunesse nègre commence maintenant à voir clair. Nous savons et nous constatons que lorsqu'on a besoin de nous pour nous faire tuer ou pour nous faire travailler, nous sommes des Français. Mais quand il s'agit de nous donner des droits, nous ne sommes plus des Français, nous sommes des nègres. La tuerie de la guerre de 14-18 est un refrain qui revient dans tous les écrits et les discours de Lamine Senghor. Sa personne même rappelle au public les sacrifices de la guerre, puisque cet homme grand et droit qui fait vibrer la foule depuis la tribune est aussi visiblement fragile, de plus en plus maigre, son corps réduit par la tuberculose qui le tuera avant la fin de l'année 1927. Le dernier grand moment de la carrière de Lamine Senghor est la publication de La violation d'un pays en juin 1927. Il s'agit d'un récit simple d'une trentaine de pages qui trace de façon polémique l'histoire sanglante de l'esclavage et du colonialisme en Afrique, et c'est accompagné de 5 illustrations. Je vous montre la première. L'Afrique précoloniale, imaginée par Senghor dans La violation d'un pays, est un monde d'harmonie et de paix jusqu'à l'arrivée du marchand européen, l'homme pâle, qu'on appelait bourgeois dans son pays. Donc, le voilà. Le marchand prétend vouloir ouvrir des échanges commerciaux avec les villages, mais en cachette, il travaille avec un villageois, Dégou Diagne, qui lui vend 2 de ses frères, tuant l'un d'eux quand il tente de s'évader. Le nom Dégou Diagne est bien sûr fort symbolique, évoquant le profond dégoût de Senghor pour son compatriote Blaise Diagne. Donc on voit la colonisation de l'Afrique. Après la colonisation, Blaise Diagne revient dans le texte sous le personnage du plus dévoué des esclaves à couleur d'ébène pour recruter des soldats pour la guerre en Europe. Donc il n'y a pas d'image qui accompagne le recrutement pour la guerre. Mais le texte finit avec la révolution mondiale. Donc tous les ouvriers du monde se réunissent avec les colonisés pour mettre fin au colonialisme. Donc je vais passer vite fait à ma conclusion parce que c'est quand même l'heure de manger. C'est bien la parole, mais c'est bien de manger aussi. Donc en conclusion, à partir de novembre 1924, Lamine Senghor entame une carrière de militant qui poursuit corps et âme pendant 3 ans. Mais le désir de rentrer au pays natal ne le quitte jamais. Le 9 mars 1925, quand il est engagé complètement, paraît-il, dans les activités de l'Union intercoloniale, Senghor écrit au gouverneur général de l'Afrique occidentale française pour lui demander très humblement de le faire rapatrier.
On voit ici la lettre. Donc, c'est une lettre qu'on retrouve dans les archives à Dakar. Et c'est le seul document manuscrit écrit de la main de Lamine Senghor que j'ai retrouvé. Donc, il y a même l'enveloppe. Il avait posté ça et donc on l'a gardé dans les archives coloniales. Donc, il a écrit à Monsieur le gouverneur général de l'AOF Dakar-Sénégal. J'ai l'honneur de solliciter à votre haute bienveillance en ordre de rapatriement de France au port de Dakar. Étant malade depuis très longtemps par suite des affectations de la guerre, je vous serais très reconnaissant, Monsieur le gouverneur général, de vouloir bien me permettre ce retour qui seul me rendra à l'état normal de ma santé. Les autorités coloniales décident qu'ils peuvent mieux le contrôler en Afrique qu'en France et ils accèdent à sa requête. Mais entre-temps, Lamine Senghor se ravise, craignant qu'une répression brutale ne l'attende de son éventuel retour à Dakar. Il ne reverra plus le Sénégal. En juillet 1927, quelques mois après son moment de gloire à Bruxelles, il commence à perdre la bataille contre les infections qui le rongent. Et en même temps, le mouvement qu'il a construit commence à s'écrouler. Il meurt le 25 novembre 1927 dans la petite ville méditerranéenne de Fréjus, loin de ses camarades noirs et abandonné par sa femme. Après sa mort, il tombe dans l'oubli et malgré les efforts de grands historiens et critiques comme Olivier Sagna et Christopher Miller, il reste à ce jour très mal connu. Mais j'espère vous avoir montré aujourd'hui que l'histoire de Lamine Senghor, c'est en partie l'histoire d'une interprétation alternative de la participation des tirailleurs sénégalais à la guerre de 14-18, c'est-à-dire l'histoire d'un sacrifice perçu principalement comme un massacre des innocents. Je vous remercie. Je remercie David Murphy pour cette séance qui remet un peu à l'honneur en fait cette figure occultée, moins connue de Lamine Senghor. Je crois aussi que c'est important parce que ça fait bien le lien entre les mouvements anticoloniaux d'après la Seconde Guerre mondiale et ce qui existait déjà après la Première. En fait, ça montre une continuité dans les revendications. Je crois aussi que ça montre aussi toutes les tensions internes entre les Africains selon les positions, donc la situation complexe qu'ils vivaient. Et d'un autre côté, ça montre aussi que le combat anticolonial était international. Donc ça, je pense que David l'a bien montré. Voilà, on va prendre quelques questions. Merci David de nous faire découvrir Lamine Senghor à travers son combat anti-colonial. Et la question que j'ai envie de poser, c'est pour vous David, est-ce que ce combat a été précurseur de quelque chose qui a mené aux indépendances? Vu que Lamine Senghor est mort en 1927, les indépendances ne surviendront que bien plus longtemps en 1960. Et les figures classiques de ces indépendances, Senghor, Lamine Gueye, par exemple au Sénégal, n'ont rien à voir avec Lamine Senghor. On ne les connaît pas comme ayant repris le flambeau de Lamine Senghor. Alors, est-ce que tout son combat, tout son sacrifice, et Thiaroye 44 le montre encore, il a été tirailleur et on a encore massacré des tirailleurs, ce qui veut dire que le respect et la reconnaissance qu'il voulait pour les tirailleurs, Thiaroye 44 montre que cela n'a pas eu lieu. Est-ce que finalement son combat n'a pas été vain selon toi? Merci. Alors il y a aussi Martin derrière. Oui, pour prolonger la question de Mamadou Sy Tounkara, ce que tu disais, Sabrina, sur la question des continuités ou des mobilisations anticoloniales, est-ce que justement il n'y a pas une rupture? Parce qu'on a
On a le mouvement de la négritude où c'est vraiment 1935, la mine Senghor c'est 1927, c'est assez proche. On a l'impression qu'il n'y a pas nécessairement de lien entre les deux. Donc à quel point c'est aussi un combat qui est porté plus ou moins par le Parti communiste, mais qui tombe très rapidement en désuétude, et à quel point justement c'est oublié, et voilà, donc sur ce lien entre continuité ou rupture. Oui, Lancel. Oui, un petit peu aussi en continuité avec ça. Alors ce discours sur la Première Guerre mondiale comme massacre colonial fonctionne effectivement dans le cas français, et on voit qu'il a du succès à ce congrès de Bruxelles. Pourquoi est-ce qu'il a autant de succès, et en quoi est-ce que la position française cristallise un petit peu toutes ces revendications noires de l'entre-deux-guerres, et on voit effectivement que le cas de la Première Guerre mondiale comme massacre ne fonctionne pas dans les autres cas. On peut penser au cas belge, au cas britannique, et pourtant ici c'est un discours qui va quand même avoir un écho. Pourquoi dans le cas effectivement ici de ces relations un petit peu internationales. Et j'ai une deuxième question aussi. Est-ce que tous ces militants, et notamment Senghor, ont gardé des liens quand même avec les colonies? Est-ce qu'ils sont des informateurs? Est-ce qu'ils ont un lien avec le terrain, ou est-ce que ça reste typiquement un débat métropolitain entre Noirs installés dans la métropole? Il y avait Djibril ici devant. Ah non, ici. Merci. Oui, j'ai deux questions. La première, c'est quelle est l'issue du procès de Blaise Diagne contre le journal? Donc la deuxième question, c'est qu'est-ce que tu as à dire du lien, mais dans le temps, entre Abdoulaye, qui va incarner une position très très proche de ce que Lamine Senghor, en tout cas, a incarné par le passé dans le mouvement des indépendances, avec les Senghor, les Mamadou Dia, etc. Donc, est-ce que les Olivier, ils ont beaucoup travaillé là-dessus, Olivier Sagna et autres, et puis les historiens qui ont travaillé là-dessus, quel lien, en tout cas, ils ont pu établir entre ces deux tendances, celle que va incarner Abdoulaye dans la lutte des indépendances et Lamine Senghor? Je crois qu'il y avait encore une question chez Frédéric, et puis une autre question. Ah oui, voilà, je vais prendre 1, 2 et 3, voilà. Et puis après... David répondra parce qu'il va mourir d'inanition. Merci. Il y a à la fois une petite information et puis une question. C'est d'abord souligner la très grande similitude d'itinéraire entre Lamine Senghor et un malgache qui est Jean Ralémong, où on trouve des épisodes de vie, une évolution très proche, mais qui souligne la difficulté de militer ensemble, puisque Jean Ralémong, lui, milite dans, je cite, la Ligue française pour l'accession des indigènes de Madagascar aux droits et citoyens français. Donc, et ma question, c'est, puisque Jean Ralémong a fréquenté Ho Chi Minh, est-ce que tu as des indications pour savoir s'il se serait rencontré avec Lamine Senghor? Parce que je n'ai pas d'infos de mon côté. D'accord, donc il y avait une là, là. Oui, monsieur, levez le doigt. Voilà, d'accord. Et puis après, la dernière question pour Bakar Boris Diop. Oui, en fait, c'est aussi une remarque. Ce qui est quand même assez notoire dans la relation de la France avec ses colonies, c'est la persistance, en fait, du déni du service rendu à la France. Je veux dire que nous partons d'ailleurs même de la Révolution française. Jean-Baptiste Bellay, Louis Delgrès, Toussaint Louverture ont tous servi et aidé à l'avènement de la République. Blaise Diagne, en ayant recruté les soldats, avait eu comme promesse, normalement,
l'effacement effectivement de l'indigénat et le fait que les indigènes aient aussi la citoyenneté française. Donc, ce qui veut dire que c'est une continuité, c'est-à-dire que la France est toujours constante, effectivement, dans son déni, effectivement, du service rendu par des gens qui ont cru à ces valeurs et qui n'ont jamais eu gain de cause, en fait. C'est ça la réalité. Que ce soit le Blaise Diagne qui était un collaborateur, que ce soit Lamine Senghor qui a été un activiste dénonciateur, aucun d'eux n'a eu gain de cause. Merci. Voilà. Et donc la dernière question pour... Je veux juste mentionner concernant Blaise Diagne que pendant sa campagne de recrutement en Casamance, il s'est fait gifler publiquement par une jeune femme qui lui reprochait d'être un collaborateur, d'envoyer ses frères à la mort. À propos de Lamine Senghor, je signale l'existence d'un ouvrage de Mamadou Diop Decroix, un petit ouvrage biographique. David me regarde parce que sûrement il n'en a jamais entendu parler, c'est en Wolof. Voilà, aux éditions Papyrus Afrique, quoi. Decroix a consacré, et voilà, et le livre s'appelle tout simplement Lamine Arfan Senghor. Ma question maintenant, c'est dans vos recherches concernant aussi bien Lamine Senghor que Ousmane Sembène, avez-vous trouvé un point de contact entre les deux, premièrement, et deuxièmement, constatez que la mémoire de Lamine Senghor au Sénégal a été réhabilitée par au fond, par la mouvance maoïste, quoi, sénégalaise. Et que, voilà, les gens du PAI, du PIT, enfin, les gens qui étaient très proches du Parti communiste français, qui étaient très proches de Moscou, de Staline, etc. Bref, la mouvance pro-soviétique, ça a été le blackout total. Je crois qu'ils n'ont jamais mentionné Lamine Senghor, c'est à ma connaissance, hein, ou alors très rarement. J'aimerais juste avoir votre commentaire sur ça, quoi. D'accord. Donc je commence avec la question de Mamadou. Je n'aime pas l'idée de précurseur, parce que je crois que c'est trop facile de dire que les gens étaient précurseurs. Ils ne faisaient qu'attendre ceux qui venaient après. Donc les gens qui sont venus après, la lutte a abouti, ça a mené à quelque chose. Je suis d'accord avec un historien américain de l'Afrique, Frederick Cooper, qui dit qu'il faut qu'on regarde les gens. Lui, il parle de ce qui s'est passé sous la 4e République et les tentatives de créer l'Union française et tout ça. Qu'il faut les prendre au sérieux. Parce qu'on les regarde après, on dit, mais ça n'allait jamais aboutir. Il ne faut pas les prendre au sérieux, ces gens-là. Et c'est pareil pour l'entre-deux-guerres. Donc, ils ont fait un travail très important et ils n'attendaient pas l'arrivée de Léopold Senghor et les autres pour mener un vrai combat. Et je crois que le problème, là où c'est important de redécouvrir des gens comme Lamine Senghor, c'est que ça prouve qu'un militantisme de gauche existait avant la négritude. Parce que souvent on dit que c'est la négritude qui commence avec cette prise de conscience dans les années 30, et après il y a une réaction dans l'après-guerre de la gauche, donc des gens qui commencent à remettre en question l'idée de négritude, de construire une identité autour de cette idée. Mais ça existait déjà, parce que je ne l'ai pas évoqué aujourd'hui, mais il y a toute une partie de la pensée de Lamine Senghor où il parle d'une identité nègre qui n'a rien à voir avec l'âme noire, etc. C'est la souffrance, c'est un travail collectif, c'est ça l'identité nègre pour lui. Donc c'est ça ma pensée sur cette idée d'être précurseur. Non, il a fait quelque chose, donc je le mets
ça répond peut-être à une des questions de Boris, c'est que je vois Lamine Senghor, c'est quelqu'un qui a travaillé avec des gens comme Thieboko Garan Kouyaté dans cette période, Cyril James du Trinidad, il a travaillé avec Garan Kouyaté dans les années 30. On voit des gens comme Frantz Fanon après la guerre, Ousmane Sembène. Ce sont des gens anticolonialistes, mais de gauche. Donc, il y a toute une tradition tout au long du XXe siècle. Et c'est cette tradition-là que j'essaie de tracer dans mon travail. Donc, pour continuité, rupture, Léopold Senghor, il dit qu'il ne connaissait rien de Lamine Senghor. Il arrive juste après sa mort. Et le problème, parce que moi, j'ai entendu parler de Lamine Senghor il y a 10 ans ou plus. Et je trouvais ça très intéressant. Il y avait des gens, ils publiaient à chaque fois de longs extraits de la violation d'un pays parce qu'on n'y avait pas accès. Et j'ai dit, mais quelqu'un doit rassembler tous ces écrits pour les publier, pour qu'on puisse y avoir accès, avoir un vrai débat autour de ce qu'il a écrit. Mais ça a pris, j'ai dit, personne d'autre va le faire, je vais le faire. Et ça m'a pris 5 ans de tout retrouver, d'éparpiller dans les archives. Et c'est l'ironie de l'histoire. Le seul endroit où on peut retrouver tous les écrits de Lamine Senghor, ce sont dans les archives coloniales, parce que c'est le CAI qui prenait un exemplaire de chaque numéro de La Voix des Nègres, Le Paria, etc. Donc, on arrive à rassembler tous ces écrits de cette façon-là. Et donc, Léopold Senghor, il dit qu'il ne connaissait pas ce travail. C'est peut-être vrai, parce qu'il a écrit dans des journaux qui ont disparu. Après, on n'a pas gardé d'exemplaires, on les retrouve dans les archives. Donc il y a une sorte de rupture qui arrive, mais c'est aussi il y a un changement de génération, de génération, donc une génération plus jeune, mais une génération de gens éduqués jusqu'à donc qui suivent l'itinéraire qui devient l'itinéraire type du colonisé qui fait l'école du village, qui passe dans la capitale de la colonie, qui passe après à Paris. Donc cette trajectoire de tant de gens par la suite. Et la négritude, c'est la révolte de gens comme ça qui, l'éducation devait les mener à être assimilés totalement. Et ils ont dit, mais non. C'est une révolte honnête, il y a beaucoup d'intégrité dans ce qu'ils ont fait, mais ce n'est pas la révolte de gens comme Lamine Senghor qui ne se sont jamais dit qu'ils étaient français de cette façon-là. Donc ils n'en avaient pas besoin de cette révolte. Et c'est important à distinguer entre les deux. La question sur le succès du discours de Bruxelles, je ne sais pas, apparemment, donc il y a en partie les thèmes, les idées, mais apparemment c'était quelqu'un qui parlait très bien devant le public, il enflammait la foule. Pendant toute l'année 1925, Lamine Senghor prend la tribune devant un public très très grand, parfois 15 000 personnes à Paris, pour parler de la guerre au Maroc. Donc, c'est un ancien tirailleur qui dénonce la guerre au Maroc, et la plupart des troupes françaises là-bas, ce sont des tirailleurs sénégalais. Et c'est puissant, c'est sa personne même à la tribune qui, je trouve, c'est puissant. Il n'y a pas d'autres noirs qui prennent la parole souvent dans ces colloques. Ou ce sont des gens comme Max Blancourt, des Antillais, il est avocat, il est très érudit, qui a une autre façon de s'exprimer. On l'a vu avec les extraits que je vous ai montrés. Lamine Senghor, il est assez direct quand il parle. Et j'imagine à la tribune, il enflamme la foule. Et c'est ça qui impressionnait les gens, je crois. J'ai perdu la deuxième partie de la question de Lancelot. Je ne sais pas s'il s'en souvient. Le lien avec les colonies. J'ai supprimé un passage où j'ai parlé de ça parce que j'ai parlé trop longtemps déjà. Ils imprimaient jusqu'à 3000 exemplaires des journaux à l'époque. Et ils avaient des liens avec des marins dans les ports. Ils envoyaient des exemplaires systématiquement dans les colonies. Et on sait que certains sont parvenus aux ouvriers, mais aussi aux militaires.
dans les colonies. Donc il y a un rapport dans les archives à Dakar, pardon, où il y a un capitaine Mademba au Mali, au Soudan français de l'époque, qui dit bah oui, j'ai trouvé un tirailleur qui lisait La Voix des Nègres. Ce sont des gens, ce sont des communistes. Il faut arrêter ça. Et donc ça a circulé. Même la violation d'un pays, il a circulé en Afrique occidentale. Mais il y a toute une recherche à faire. Combien de gens ça a touché, ça, je ne sais pas. Il y a tout un autre travail à faire. Mais il ne voulait pas que ce soit seulement un mouvement métropolitain. Il voulait avoir des liens étroits avec les colonies. Djibril, le procès Diagne, il a gagné, mais il a perdu en même temps. Donc il gagne le procès. Mais il met fin au continent. Ouais, il y a une autre histoire intéressante là-dedans. Il est fort probable que Lamine Senghor, au début, il était embauché comme indicateur par le CAI. Parce que comme il voulait retourner au Sénégal, avec la lettre que je vous ai montrée à la fin, sa femme avait écrit au ministre des colonies pour lui demander de le faire rapatrier, parce qu'il allait mourir en France avec le climat, etc. Et il paraîtrait qu'on l'a embauché. Il y a des rapports dans les archives qui sont signés Lamine. Il se met en scène dans ses propres rapports. Et il faisait partie d'un mouvement amical, la fraternité franco-sénégalaise. Et on lui a demandé d'intégrer l'Union intercoloniale pour infiltrer le mouvement. Mais juste à ce moment-là, il y avait le procès. Et on lui a demandé d'aller témoigner lors du procès. Et apparemment, ça l'a tellement mis en colère contre Diagne qu'il a retourné sa veste et il est devenu militant pour de vrai. Donc le procès a mené à beaucoup de choses. Le lien entre Lamine Senghor et les mouvements pour l'indépendance, je crois qu'on le reprend. Je ne connaîtrai pas très bien cette histoire. Ce sont des amis sénégalais qui me diront mieux qu'on récupère l'image de Lamine Senghor comme militant pour, justement, comme je l'ai dit tout à l'heure, quelqu'un qui militait avant Léopold Senghor, avant la négritude, avec une autre vision. Et ça, je crois que ça, j'ai l'impression que ça, c'était très important pour certains dans le mouvement estudiantin au Sénégal et en Afrique occidentale. Mais je sais que les gens avaient très peu d'accès à ces écrits. C'est ça, c'était difficile. Il y avait une publication en 1982 du Front culturel sénégalais qui essaie à ce moment-là de publier de larges extraits de ces écrits, mais qui n'ont pas pu tout rassembler. La question sur Madagascar, oui, quand on regarde, d'abord Ho Chi Minh. Ho Chi Minh, il est parti à Moscou en 1923, vers la fin 1923, et on trouve les traces de Lamine Senghor à partir de 1924. Donc je crois qu'il arrive après le départ de Ho Chi Minh. Mais il y a des liens, pendant un certain moment, il y a des gens de partout dans ces mouvements, mais ça éclate en différents mouvements nationalistes par la suite. Donc au début des années 80, des années 20, il y a les dossiers sur l'Union intercoloniale. Mais après, ce sont les mouvements anamites, indo-chinois, entiers, africains et malgaches. Et oui, donc il y a des liens entre les différents mouvements, mais on a du mal à réunir tout le monde. Et c'est ça qui est dommage, parce que le discours à Bruxelles, ça a fait peur aux autorités coloniales. Parce que tous les mois, il y avait des notes pratiquement tous les jours. Il y avait beaucoup d'indicateurs dans ces mouvements. On disait, il y avait une réunion dans tel mouvement, il y avait 5 personnes, ils ont dit ceci, cela. Et on rassemble ces notes toutes les semaines. Puis tous les mois, il y a une note mensuelle qui est envoyée au ministère des colonies, dans les colonies, à tous les gouverneurs généraux. Et ça fait une 40aine de pages, ce résumé. Le mois de février 1927, et c'est un résumé de 100 pages, où il y a tous les discours qui ont été prononcés à Bruxelles. Il faut faire très attention. Mais en quelques mois, c'est fini la Ligue contre l'impérialisme. Ça ne dure pas.
Et cette réunion des colonisés contre l'Empire, ça fait peur, mais ça n'a pas marché. Et ce sont des mouvements nationalistes qui gagnaient par la suite. Oui, je ne connaissais pas le livre en Wolof. Merci Boris. Oui. Le lien entre, pour finir avec le lien entre Sembène et Senghor, donc j'ai beaucoup travaillé sur Ousmane Sembène pendant une dizaine d'années. Et j'ai commencé à travailler sur Lamine Senghor pour un peu échapper à Ousmane Sembène, parce que c'est comme ça, quand on est universitaire, on publie un livre sur un tel, on vous demande 10 ans après, est-ce que vous pouvez venir parler d'Ousmane Sembène? Et oui, c'est bien, mais je n'ai rien fait depuis 10 ans. Donc je répète ce que j'ai dit à ce moment-là. Donc j'ai commencé à travailler sur Lamine Senghor, que je trouvais intéressant, mais au fur et à mesure, je me suis rendu compte que une partie de ce qui m'intéressait, c'était, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce militantisme de gauche qui existait en Afrique et qui existe depuis très longtemps. Et je n'aimais pas du tout cette idée que ce militantisme de gauche n'existe qu'après la Deuxième Guerre mondiale et en réaction à la négritude. Non, en fait, on pourrait dire le contraire, que la négritude, c'est une réaction à ce qui est venu avant. Et je crois que ça, c'est important à dire. Je crois que j'ai répondu à toutes les questions. Yann, encore une intervention, l'ultime question. Il y a encore un micro quelque part? D'accord. Une question, une remarque. C'est aussi une remarque, juste vraiment quelques secondes. Toute cette matinée montre, je trouve, de manière passionnante à quel point la communauté scientifique n'est pas réductible à la communauté des savants, entre guillemets peut-être d'ailleurs, à la communauté des savants. Et je voudrais, de ce point de vue-là, réintervenir sur l'information que donnait Armelle Mabon tout à fait au début de la matinée. Je trouve que le geste dont elle parlait n'est pas convenable, n'est pas admissible du strict point de vue de l'éthique, du travail, de la pensée et de l'éthique des conditions de la vérité, vraiment. Et je trouve que ce serait un geste correct que les membres qui sont intervenus ou qui ont assisté à ce colloque interviennent en signalant qu'il y a dû avoir une erreur dans ce texte typographique. Il a dû manquer quelques guillemets. Ceci dit, d'ailleurs, je pense que non seulement on ne supprime pas le nom d'un auteur, mais on commence par lui rendre hommage, ce qui serait le minimum. Et donc, je signale qu'il y a dû avoir une erreur et qu'on demande à ce qu'elle soit rétablie. Voilà, je pense que ce serait à la hauteur de ce colloque qui, à mon avis, inaugure quelque chose comme une nouvelle séquence de communautés scientifiques non réductibles à la communauté des savants. Voilà. Merci Yann. Je crois qu'on va en discuter avec le projet de... Attends, je vais encore prendre la remarque. Oui, juste, mais c'est périphérique, ça n'a rien à voir. Je reviens sur l'intervention vraiment très intéressante, etc. Et ça m'a fait venir... J'ai pas mal travaillé sur la question de l'indigénat et on voit bien que tout ça se passe en métropole, parce qu'en métropole, l'indigène n'est pas un indigène, enfin, je veux dire, légalement. Et toute l'histoire du retour vers le Sénégal, on comprend bien pourquoi le gouverneur est tout à fait parce que s'il revient au Sénégal, il redevient indigène. Et alors là, il n'y a plus de problème politique et il n'y a plus de problème de gestion. Cet aspect-là, la territorialisation de l'indigénat, là, on la voit très bien, quoi. C'était intéressant aussi, juste ce petit point. Véronique et Yann, je pense qu'il faudra qu'on discute. On discutera pendant la pause de midi avec Yann. Ça va? D'accord, très bien. Merci à tous. On va reprendre un peu de force.